Bonjour, bienvenue à Géopol. Nous allons aujourd'hui traiter de l'immigration et la guerre de civilisation. Pour cela, je reçois Nicolas Bay, député européen, Reconquête. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, le sujet est d'actualité en ce moment, il est divers. Nous avons eu il y a quelques semaines un bateau de migrants qui est arrivé, qui a accosté en Italie. Et Giorgia Meloni a été un peu contrainte de l'accueillir. Ces migrants, on sait bien qu'ils débarquent en Italie puis remontent vers la France. On a eu aussi les événements de la Coupe du Monde où on déferlait sur les Champs-Élysées des masses de jeunes avec des drapeaux marocains, et puis il y a eu d'autres problèmes. Enfin, le sujet est très vaste. Donc je vais commencer juste rapidement par l'affaire des migrants en Italie. Vous êtes député européen, je pense que vous êtes proche, en tout cas votre parti est proche du nouveau gouvernement italien, notamment de Giorgia Meloni, parce que c'est une coalition. Comment voyez-vous les choses? Que peut-on faire contre ça? Je crois d'abord que la question de l'immigration, elle doit être traitée à la fois au niveau national et au niveau européen. Tout le monde comprend bien que nos frontières, elles ne sont pas tant à Menton ou dans les Pyrénées qu'en réalité sur les rives de la Méditerranée, sur la route des Balkans. Et finalement, si on est incapable à la fois de protéger nos frontières nationales et nos frontières européennes, eh bien on est face à une immigration totalement anarchique, totalement incontrôlée, et malheureusement c'est voulu. Parce qu'en réalité l'Union européenne a supprimé les frontières nationales, c'était Schengen en 1996, avec la promesse de les mettre en œuvre à l'échelle continentale. Et en réalité, ils ont fait un peu comme le marché commun. C'est-à-dire, ils ont abaissé les barrières douanières pour organiser le libre commerce à l'intérieur de l'Union européenne avec la promesse de mettre ces protections économiques à l'extérieur. Et ils ne l'ont jamais fait, ou en tout cas, ils les ont abaissées aussi avec des accords de libre-échange avec le monde entier. Je fais cette analogie parce que sur les frontières physiques, c'est la même chose. Ils avaient promis que Schengen, ce serait un vrai contrôle des frontières extérieures. Et on l'a vu, le patron de Frontex, qui est un Français d'ailleurs, oui, qui a voulu faire de Frontex, avec le mandat qui lui avait été donné, un vrai corps de garde-côtes et garde-frontières, une police aux frontières européenne, oui, pour dire les choses simplement. Il s'est fait aussitôt taper sur les doigts. Il y a une cabale qui a été montée contre oui, lui par la gauche, relayée complaisamment par la Commission européenne elle-même. Et le résultat, eh bien, c'est que Frontex gère l'arrivée des migrants, veille au respect de leurs droits, avec un principe qui est le principe de non-refoulement, qui est une aberration, qui consiste en réalité, quand quelqu'un arrive illégalement, au lieu de le refouler, ce qui est la logique, eh bien, c'est de l'accueillir. Et on sait que quand on l'accueille, c'est pas malheureusement pour ensuite l'éloigner, l'expulser dans les jours qui viennent, c'est en réalité pour le laisser entrer, et souvent définitivement. Alors, pour répondre à votre question sur l'Italie, Giorgia Meloni a toujours été très courageuse et lucide sur le sujet de l'immigration, avec quand même cette conscience qu'ont les Italiens qu'ils ne sont pas le pays destinataire. Oui. C'est-à-dire que les migrants qui viennent d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb, principalement, viennent en Italie, mais la destination finale, c'est souvent derrière la France. Oui. C'est les anglophones qui veulent travailler vont en Angleterre. Le paradoxe de la France d'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est qu'on les laisse entrer, mais on les empêche de sortir. Oui. Un certain nombre de migrants qui veulent réellement travailler, notamment dans l'industrie, vont souvent en Allemagne, où Merkel avait organisé d'ailleurs un afflux massif de migrants, considérant que c'était une main-d'œuvre à bas coût. Bon, malheureusement, la France est le pays destinataire de ceux qui ne veulent pas travailler. En réalité, on est le pays le plus attractif sur le plan des aides sociales, des allocations diverses, et par conséquent, ceux qui ne veulent pas travailler, eh bien, ils viennent prioritairement en France. Voilà. Alors, Meloni, en réalité, a fait preuve de fermeté, puisque quand l'Ocean Viking s'approchait des eaux des rives italiennes, elle a refusé. Elle a fait preuve de fermeté, et Macron, lui, a été le symbole du laxisme. Lui, il les a acceptés. Et avec un discours qui est un discours très malhonnête, qui consiste à dire, bon, regardez, ils sont méchants, l'Italie refuse les migrants, ces pauvres migrants, ils sont seulement 234 à l'échelle d'un continent européen. L'Italie a reçu a finalement été obligée d'accueillir un autre bateau après l'Océan Viking. Oui, en fait, on dit qu'on ne peut pas les expulser. Mais en réalité, comme vous venez de le dire, on ne peut pas les expulser, mais peut-être faut-il, à cause des pays qui ne veulent pas les accueillir, les pays d'origine qui ne veulent pas soi-disant les accueillir, mais en réalité, il faut les interdire de rentrer. Et là, le problème, c'est qu'il y a des associations qui sont financées
des organisations soi-disant humanitaires qui sont financées par nos gouvernements, par l'Europe, et qui sont en fait dépassées. Alors comment lutter contre ça ? En réalité, il y avait un rapport de Frontex très intéressant qui montrait le lien permanent, un lien permanent opérationnel, technique, des conversations téléphoniques, etc. Tout ça a été très documenté, entre les mafias de passeurs en Libye et des associations comme SOS Méditerranée qui en réalité sont financées par un certain nombre de collectivités locales, par la mairie de en Paris France notamment, et d'autres, et en réalité organisent cette immigration. Les 234 de l'Ocean Viking, c'est pour ça que j'en parlais, on nous les présentait comme des gens en danger humanitaire. C'était faux. Il y avait quelques-uns qui étaient malades à bord, mais comme il peut y en avoir dans n'importe quel bateau. Ils sont partis aussitôt débarqués, ils avaient tous en forme. Ils étaient manifestement pas en danger de mort, puisqu'ils étaient encore en situation de courir comme des lapins, puisqu'ils se sont évanouis dans la nature très vite. Et surtout, ceux qui sont arrivés à Toulon, accueillis par la France, eh bien, ils ont été logés aux frais du contribuable sur la presqu'île de Gien. Et dès le lendemain, il y en avait beaucoup qui avaient disparu. Tous les mineurs isolés, dont on ne sait pas d'ailleurs s'ils étaient réellement mineurs, ont pu disparaître dans la nature. Et ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire qu'on ne se donne pas les moyens d'expulser. C'est-à-dire que ceux qui sont déboutés du droit d'asile, souvent, même quand ils sont déboutés, de toute façon, on n'a plus la main dessus parce qu'ils ne sont plus en centre de rétention. Et même quand ils sont en centre de rétention, et que les pays d'origine refusent d'accorder ce qu'on appelle les laissez-passer consulaires qui permettent de les expulser et de les renvoyer dans leur pays, eh bien en réalité, la France, au lieu de faire pression sur ces pays, et on ne manque pas de moyens pour le faire, renonce en réalité à ce combat-là. Quand vous voyez par exemple que la France finance le métro d'Abidjan à hauteur de millions d'euros, qu'elle verse au Maroc, à l'Algérie, etc., des millions et des millions d'euros. Le minimum du minimum qu'on peut faire, et je ne parle pas de l'argent européen aussi, il y en a beaucoup, le minimum qu'on peut exiger en contrepartie, c'est que automatiquement ils donnent les laissez-passer consulaires. Et qu'on ne soit pas, nous, la France, à devoir attendre que tel ou tel pays africain concède au cas par cas, au coup par coup, ces laissez-passer consulaires. Bon. Donc en réalité, on ne se fait pas respecter. Et on ne se fait pas respecter parce qu'en réalité, il est acquis dans le monde entier qu'on ait une terre d'immigration et qu'on accepte de l'être. Alors évidemment, ce n'est pas le choix du peuple, ça, c'est le choix des gouvernements. Mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a, et ça a été introduit par le pacte de Marrakech, ça a été introduit par un certain nombre de textes internationaux, on installe l'idée qu'il y aurait une sorte de droit à la migration, pour tout un tas de motifs, la guerre, l'économie, la situation économique, les motifs climatiques aujourd'hui qui deviennent le prétexte à une immigration totalement anarchique. Bon, nous, ce que nous disons à Reconquête, c'est qu'il faut mettre fin à ce système et que les pays qui font preuve de fermeté, à la fois parviennent à contrôler les flux entrants et leurs frontières, ça c'est pas difficile en réalité, et surtout, cette politique de dissuasion évite les morts dans les eaux territoriales. Et en Méditerranée, c'est l'enjeu, parce que ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que les mafias libyennes, ils récupèrent des migrants qui arrivent par exemple du Soudan ou d'Érythrée, ils les parquent dans des camps en les traitant comme des esclaves, le viol y est généralisé, les violences y sont généralisées, ils les rackettent pour des montants considérables. Ceux qui ne payent pas sont tués, parce que c'est comme ça la réalité. Et c'est ensuite, les ONG sont ensuite les complices de ces gens-là, de ces mafias, qui mettent les migrants sur des petites barcasses avec quelques dizaines de kilomètres d'autonomie dans le réservoir, et ils préviennent les ONG qui les récupèrent ensuite immédiatement après. Et on nous dit il faudra appliquer le droit de la mer, puisqu'ils sont sortis des eaux territoriales libyennes, il faut les accueillir en Europe. Mais c'est un mensonge, puisque l'application du droit de la mer, ça consiste à les rapatrier sur les ports les plus fiables, les plus proches, les ports sûrs, les plus proches. Alors si on considère que les ports libyens ne sont pas sûrs, l'argument est recevable, à ce moment-là, ils doivent être détournés et accueillis à Sfax ou à Tunis. Il n'y a aucune raison qu'ils viennent ni à Malte, ni à fortiori en Italie ou en France à Toulon. Il n'y a rien qui, sur le plan du droit de la mer, justifie cela. Deux questions concrètes. Ces ONG, est-ce que vous, Parti Reconquête, vous ne pouvez pas faire un coup, j'allais dire médiatique, mais même concret, par exemple, est-ce qu'on peut les poursuivre ? Est-ce que vous envisagez, par exemple, de porter plainte contre eux avec des accusations de trafic d'êtres humains, etc. Pourquoi je dis pourquoi on ne le fait pas, je dis on, c'est-à-dire
diverses associations, partis politiques, mais en tout cas vous qui êtes en pointe sur ce sujet, est-ce que vous envisagez par exemple de faire une sorte de plainte contre toutes ces organisations? Alors, nous on se place sur le terrain plus politique et électoral que judiciaire. Et nous considérons que ça fait partie du débat de fond et des idées d'abord. Et donc, on dénonce ces ONG, leurs méthodes, leurs moyens, leur complicité, leur connivence. Pourquoi pas donner une suite judiciaire? Vous savez que la loi française a été modifiée ces dernières années, justement, pour supprimer le délit qui existait encore récemment d'incitation à l'immigration. En réalité, les ONG telles qu'elles travaillent aujourd'hui, il y a quelques années seulement, elles auraient été passibles, elles auraient été traduites dans les tribunaux et condamnées parce que avant, il existait un délit d'incitation à l'immigration, c'est-à-dire celui qui facilitait l'entrée, l'immigration clandestine, celui qui favorisait l'entrée ou le maintien illégalement sur le territoire français de migrants qui n'avaient aucun droit, eh bien, il pouvait être poursuivi. Et on a supprimé ça. On a d'ailleurs supprimé une autre disposition de la loi qui était déjà plus appliquée, c'est que celui qui entre illégalement en France était non seulement passible d'expulsion, mais il était passible d'1 an de prison. Alors évidemment, ce n'était pas appliqué, comme beaucoup de lois françaises, malheureusement, mais tout ça crée un édifice juridique qui rappelait quand même que la France, c'était pas des frontières grandes ouvertes et qu'on n'avait pas le droit, sauf à y être invité et à avoir fait la demande en bonne et due forme, de pénétrer sur le territoire français. Aujourd'hui, et c'est le signal terrible de l'Ocean Viking à Toulon, on installe l'idée que non seulement on accepte l'immigration légale, 400 000 entrées par an entre les titres de séjour, les mineurs isolés, les demandeurs d'asile qui pourtant ne sont pas éligibles au droit d'asile, mais on accepte maintenant l'immigration clandestine. Quand on voit que Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur de Macron, lui-même a rappelé à l'occasion de cette affaire de Ocean Viking qu'il avait quitté le gouvernement par désaccord sur ce sujet-là et qu'il y avait un basculement assez grave à accueillir de manière formelle et officielle de l'immigration clandestine. Alors tout le monde voit bien que ces gens-là ne fuient pas, ils ne sont pas, éligibles au droit d'asile au sens strict. Ce ne sont pas de vrais réfugiés politiques. Ce sont évidemment pas de vrais réfugiés. D'ailleurs, il faut quand même rappeler que le droit d'asile, il a été considérablement dévoyé ces dernières années. Le droit d'asile, normalement, c'est celui qui est persécuté à titre personnel, pour ses opinions politiques, philosophiques, religieuses dans son pays. Donc celui qui fuit la guerre, il n'est pas éligible au droit d'asile du simple fait qu'il fuit la guerre. Oui. Il y a 280 millions de personnes dans le monde qui vivent dans un pays en guerre. C'est très triste, c'est très malheureux, ça crée des situations évidemment douloureuses et nous respectons ça. Mais enfin, évidemment, ça ne crée pas pour ces 280 millions de personnes le droit, la possibilité de venir par exemple en Europe. Voilà. Et de la même manière, ceux qui viennent pour des raisons économiques, quand on voit l'Ocean Viking, c'est intéressant. Ce sont très majoritairement des hommes et très majoritairement des jeunes hommes d'ailleurs. Donc c'est pas du tout l'immigration familiale qu'on nous décrit. Il y a une proportion infime de femmes et d'enfants, comme toujours d'ailleurs dans ces flux migratoires. Le problème, c'est que le signal qui est donné en permanence par l'Union européenne et par un certain nombre de gouvernements, comme à commencer par le gouvernement français, c'est vous pouvez venir, vous serez accueillis, et ensuite, une fois que vous serez accueillis, vous serez tôt ou tard régularisé et vous serez même tôt ou tard naturalisé sans avoir fait l'effort d'assimilation. Et il y a quelques pays qui mènent le combat et qui résistent, à commencer par la Hongrie de Viktor Orban. Et c'est très intéressant parce que, je terminerai là-dessus, quand Viktor Orban en 2015 protège la frontière extérieure de la Hongrie, c'est-à-dire la frontière entre la Hongrie et la Serbie. Non pas que la Serbie soit un problème migratoire en tant que tel, mais que c'est la route des Balkans, c'est-à-dire qu'il passe par la Serbie pour arriver dans l'Union européenne. Normalement, Bruxelles aurait dû applaudir de demain. Il appliquait à la lettre Schengen. Eh bien, aussitôt, il s'est fait attaquer. Et plus récemment, quand la Biélorussie a utilisé des migrants venant d'Irak, en faisant un point aérien direct entre Bagdad et la Biélorussie, pour faire pression sur l'Europe et les faire rentrer en Pologne, le gouvernement polonais a été obligé, pour protéger sa frontière, de refuser toute aide européenne, de refuser l'intervention de Frontex, parce que sinon, c'est la réglementation Frontex qui s'appliquait, et donc le principe du non-refoulement. Et pour éviter ça, eh bien, ils ont été obligés d'appliquer la loi martiale sur toute la frontière entre la Pologne et la Biélorussie et d'organiser eux-mêmes, par leurs propres moyens, la défense de leurs intérêts et donc de la frontière, avec beaucoup de fermeté, d'ailleurs, beaucoup d'efficacité. Et vous remarquerez que ça n'a pas créé de drame humanitaire. Oui, cette fermeté-là, elle n'a pas généré des morts à la frontière polonaise. Elle a juste évité une invasion migratoire qui, sinon,
intervient sur beaucoup d'autres frontières extérieures. Vous me donnez une idée de transition, parce qu'effectivement, je voulais, comme le temps passe vite, je voulais parler de cette guerre de civilisation, parce qu'il s'agit de ça. Vous l'avez dit, en grande majorité, ce ne sont pas du tout des vrais réfugiés de guerre, ça ressemble de plus en plus à une invasion. Et on se souvient tous de ces images sur la frontière polonaise, de ces migrants qui étaient venus, donc ils étaient transportés pour ça, hein, donc à la frontière biélorusse-polonaise, où il y avait énormément d'agressivité. C'est-à-dire qu'un réfugié, normalement, se présente dans un pays et demande gentiment, poliment, d'être accueilli. Là, il s'agissait, on se souvient tous des images, dans cette forêt où on envoyait des troncs d'arbres, des objets sur la police polonaise. Donc, ça ressemblait plus à une invasion physiquement, je vais dire. Et donc, on le voit aussi par les bateaux en Méditerranée où on ne demande pas poliment l'accueil, mais on l'impose. Et puis, ça me permet de cette transition pour, lorsqu'ils sont installés, vous avez dit vous-même qu'ils ne sont pas assimilés, on ne fait rien pour les assimiler, mais est-ce qu'eux ont envie de s'assimiler? Parce qu'on a vu récemment, à l'occasion de cette Coupe du Monde, donc des masses de jeunes fêter la victoire du Maroc, et surtout, alors, tous les médias ont parlé des dégâts, des agressions de policiers, des combats entre les manifestants et la police. Mais personne ne s'est choqué, en tout cas très peu, du fait qu'il y ait une masse de drapeaux marocains sur les Champs-Élysées. Est-ce que pour vous, quel est le plus grave finalement? C'est les accrochages avec la police ou cette marée de drapeaux marocains? Parce que je rappelle que normalement, en temps normal, des drapeaux étrangers dans un pays, quand on défile avec des drapeaux étrangers dans un pays, ça s'appelle en principe une invasion. Alors, en fait, ça montre une chose. Ça montre d'abord qu'il y a beaucoup de Marocains en France, ça, on le savait. C'est vrai aussi lorsqu'il y a des matchs, par exemple, qui concernent l'Algérie, ou même des fois... Il y avait des drapeaux algériens, palestiniens, et je peux vous assurer, parce que j'ai été faire un tour, qu'il n'y avait pas que des Marocains. Il y avait toutes les jeunes issus de toutes sortes d'immigrations. C'est pour ça que je parlais de civilisation et je voulais avoir votre avis là-dessus, parce qu'on a l'impression que c'est plutôt tout ce qui est anti-France, en fait. C'est l'occasion. Tous les prétextes sont bons pour exprimer son animosité à l'égard du pays qui les accueille. En réalité, c'est de ça dont il s'agit. Si on réfléchit objectivement, qu'il y ait des personnes qui, parce qu'elles sont d'origine marocaine, gardent un attachement à leur pays d'origine, c'est acceptable. Ça pose un problème quand même lorsque la France est confrontée au Maroc ou la France est confrontée à l'Algérie systématiquement, et pas une partie de manière agressive pour le pays d'origine. Mais là, on voit bien qu'il y a un mépris et une haine de la France, une volonté constante, dès que l'occasion se présente, y compris un événement sportif, d'exprimer cette animosité, d'exprimer à la fois sinon une fierté nationale, en tout cas une appartenance identitaire, et une appartenance identitaire en rupture avec le pays qui les accueille. Vous savez qu'il y a 400 000 Français à Londres, 200 000 à Genève, des dizaines de milliers dans les pays du Golfe qui travaillent, Dubaï, etc. En Afrique noire, il y a des Français. Lorsque la France remporte un événement sportif, aucun Français, certainement des Français doivent fêter ça. Mais ils ne sortent pas dans les rues avec des drapeaux français. Exactement. En fait, on voit bien que ce qui caractérise les Français quand ils sont installés à l'étranger... Ou les Anglais, ou les Portugais, enfin les Européens de manière générale. Ils respectent le pays d'origine. Et donc, sans doute que dans leur salon, ils expriment leur joie de voir la France se qualifier, mais ils considèrent aussi que le respect à l'égard du pays qui les accueille consiste à le faire dans la discrétion. Et à l'inverse, eh bien, on voit bien que les Algériens, les Marocains, ou beaucoup d'entre eux en tout cas, n'ont pas ce souci de la discrétion, mais parce qu'en réalité, la France ne leur a jamais demandé. C'est ça qui est terrible. C'est qu'en réalité, ils sont venus en France et à aucun moment, la France a mis en œuvre une politique d'assimilation qui devait être coercitive par définition, contraignante, qui les aurait incités à exprimer avec beaucoup de discrétion l'attachement qu'ils peuvent garder à leurs origines. Là, on voit, quel a été le discours constant de la France, des gouvernements successifs, y compris d'ailleurs de la fausse droite? Ça consiste à dire, mais restez comme vous êtes. Restez tel que vous êtes. La France est une espèce de terrain vague où chacun exprime son identité. Le président de la République française a été en Algérie pour le dire, et c'est un message terrible aussi à destination des Algériens installés en France, ou d'origine algérienne.
il n'y a pas de culture française. C'est une manière de dire que chacun peut exprimer sa culture d'origine très librement et qu'il n'y a pas, à un moment donné, un creuset de culture nationale dans lequel chacun doit se fondre. Donc en fait, ce discours, c'est la négation de l'assimilation. Et quand on y réfléchit, philosophiquement, c'est ce qui différencie l'intégration et l'assimilation. L'assimilation, c'est renoncer finalement à une partie de ses origines pour se fondre dans une identité, une culture, une histoire nationale. L'intégration, c'est la juxtaposition des communautés, c'est-à-dire un modèle anglo-saxon qui consiste à laisser cohabiter, dans une espèce de vivre ensemble aussi utopique qu'artificiel, des communautés qui gardent leur spécificité culturelle, religieuse, de mœurs. Voilà. Et donc, on a basculé depuis des décennies, en réalité, en raison de l'immigration, du caractère massif de l'immigration, dans un schéma de communautarisation de la France. Et cette communautarisation de la France, c'est en réalité une société multiculturelle avec tous les conflits que ça peut générer. Mais j'ai parlé une fois de plus de guerre de civilisation parce qu'on a entendu des slogans, même des revendications d'une sorte de revanche du monde arabe, voire du monde arabo-islamique contre non seulement la France, mais l'Occident chrétien. On l'a entendu à plusieurs reprises. Même le capitaine de l'équipe du Maroc avait dédié sa victoire contre le Portugal d'abord aux Marocains, ensuite aux Arabes et puis surtout à tout le monde musulman. Donc on voit bien que ce n'est pas juste du football. On voit bien qu'il y a une sorte de revanche, une sorte de haine entre ces populations. Et d'ailleurs, sur les Champs-Élysées, tout le monde, tous les médias ne l'ont pas montré, mais certains l'ont filmé. Il y a eu un drapeau israélien brûlé, on ne voit pas le rapport, mais bon. Et puis des slogans tout de même anti-chrétiens. Il y en a eu à l'étranger aussi, il n'y en a pas eu qu'en France. Et donc, quelle réponse avez-vous, vous, à Reconquête, si demain vous arrivez au pouvoir contre ça? Parce qu'il ne s'agit pas d'une poignée de personnes. Non, bien sûr. Ce sont des masses mais ce combat de civilisation, on fait semblant de le découvrir, mais en réalité, c'est l'histoire de l'Europe. L'histoire de l'Europe, ça a été une confrontation permanente, dont la Méditerranée a été le théâtre permanent, en quelque sorte, entre l'islam qui, par nature, est conquérant, et l'Europe et la civilisation européenne. Civilisation européenne inspirée de la Grèce et de la Rome antique et ensuite façonnée par la chrétienté. Et en réalité, on fait mine de découvrir que l'islam serait conquérant. Lorsque des musulmans se trouvent en situation très minoritaire, et qui ne sont pas en situation de conquête, en réalité, bien sûr, ils sont obligés de s'adapter au pays d'origine, au pays dans lequel ils se trouvent. Mais lorsqu'ils ont atteint la masse critique, ils se comportent de manière conquérante. C'est même écrit dans le Coran, ça. Exactement. C'est dans les lettres de leur dans les recommandations du Coran. Exactement, dans les textes de leur religion. Donc on peut même, d'une certaine manière, on peut même pas le leur reprocher. Il faut simplement faire preuve de lucidité. Et bien sûr qu'il y a des musulmans qui respectent nos lois, nos règles, et qui d'ailleurs souvent ont renoncé à une des dimensions de leur religion. C'est-à-dire qu'ils ont renoncé à la dimension politique de l'islam. Mais s'il ne renonce pas à cette dimension politique de l'islam, à ce moment-là, cet islam, il est incompatible avec la France, avec la République française, mais surtout, il génère presque mécaniquement un conflit. Puisque les grands principes de l'islam, dans leur dimension politique, c'est-à-dire la charia, c'est-à-dire qui constitue en réalité un code civil et un code pénal, ça c'est évidemment incompatible avec ce que nous sommes. Donc ça crée une situation de conflit. Et ce qui est certain, c'est que ceux qui se revendiquent d'un islam est de plus en plus radicalisé, on le voit dans les enquêtes d'opinion, c'est chez les jeunes, souvent nés en France d'ailleurs, issus de l'immigration, que cet islam radical est le plus présent. C'est chez les jeunes qu'il y en a les 2 tiers qui considèrent que la charia a une valeur supérieure aux lois de la République. Donc il ne s'agit pas de faire le constat qu'il y aurait finalement des gens qui, au départ, viennent d'un islam intégral, mais renoncent progressivement à cet aspect-là, c'est le contraire. Ils viennent souvent, de culture islamique, mais sans forcément cette radicalité. Et une fois en France, une fois déracinés, et une fois pris en main par un certain nombre d'organisations comme les Frères musulmans, les salafistes qu'on a laissés prospérer sur notre territoire, ils se radicalisent sur notre sol. Et ils se radicalisent sur notre sol précisément parce que les gouvernements en France sont incapables de voir cette dimension de l'islam et de la combattre. Alors que dans les pays
d'origine, où il y a souvent des régimes politiques assez forts, eh bien, on combat de manière impitoyable l'islamisme. Ce que vous dites est très, très vrai. On l'a constaté à plusieurs... Souvent, ce sont des jeunes, d'ailleurs, qui ne connaissent pas vraiment, pas très bien l'islam. Et on a l'impression, c'est là où je voulais vous poser cette question, c'est que ce que vous dites est vrai. C'est qu'ils arrivent, ils ne connaissent pas très bien, et puis ils adoptent un islam radical une fois en Europe, de façon générale, en France et en Europe. Et est-ce que ce n'est pas un sentiment... Est-ce que l'islam radical n'a-t-il pas remplacé le nationalisme de ces populations? Je veux dire par là que ce qu'on appelle la Oumma islamique, c'est-à-dire la nation islamique, a été plus puissante, plus efficace que les nations de ces pays du tiers-monde. Et est-ce que ce n'est pas un moyen de développer la haine anti-occidentale? Je veux dire qu'autrefois, dans les années 70, c'était le nationalisme du tiers-monde contre les pays colonisateurs. Et on a l'impression que l'islam a été plus efficace dans cette sorte de revanche de ces populations. Est-ce qu'ils n'adoptent pas l'islam juste pour avoir un moyen efficace de prendre leur revanche, de sorte de complexe, je ne sais pas. Oui, et puis est-ce que tout simplement un islam intégral ou intégriste, on l'appelle comme on veut, ne donne pas un sens à leur vie? Est-ce que ils arrivent en France ou dans d'autres pays européens, où on a renoncé à défendre ce que nous sommes, notre civilisation européenne et chrétienne. On leur donne pas envie, en fait. Qu'est-ce qu'on leur offre? On leur offre le consumérisme et le matérialisme comme un modèle ultime. Le LGBTisme. Quand c'est pas, en effet, toutes les revendications communautaires, y compris LGBT. Bon, finalement, ce modèle d'un Occident déliquescent ou décadent, eh bien, il n'est évidemment pas séduisant, alors que l'islam, qui correspond à leur identité profonde, à leur histoire, ou en tout cas à l'histoire de leur peuple, de leur famille, de leurs origines, eh bien évidemment, c'est quelque chose qui peut les enthousiasmer infiniment plus. Et c'est pour ça qu'il y a une confrontation. L'Europe a toujours défendu sa civilisation face à un islam conquérant, ça c'est l'histoire du monde et l'histoire de notre continent. Aujourd'hui, nous avons renoncé à mener ce combat avec beaucoup à la fois de lâcheté et d'irresponsabilité, même si je pense qu'aujourd'hui il y a un réveil, les peuples européens sont en train de se rendre compte qu'ils doivent défendre ce qu'ils sont, et d'autant plus qu'ils sont attaqués. Et c'est vrai que ça ne se joue pas seulement sur le sol français. Ça se joue à nos frontières, on en parlait tout à l'heure, c'est la question migratoire, et ça se joue de manière plus générale dans ce qu'on pourrait appeler notre arc civilisationnel. C'est-à-dire que je me suis rendu ces dernières semaines en Arménie, par exemple. Oui, l'Arménie, qui est le premier pays chrétien au monde, il y a un lien très privilégié avec la France. Aujourd'hui, elle est... Enfin, c'est pas nouveau, d'ailleurs. Il y a une volonté du génocide, il y a un siècle, contre le peuple arménien, de la part de la Turquie. Aujourd'hui, l'Arménie, 3 millions d'habitants, est coincée géographiquement entre une Turquie de 100 millions de musulmans d'un côté, l'Azerbaïdjan, 10 millions de musulmans de l'autre, dont l'objectif est l'éradication pure et simple du peuple arménien, faire main basse sur leur territoire pour reconstituer un grand empire ottoman. Qu'est-ce que fait l'Union européenne? Au lieu de défendre l'Arménie, c'est-à-dire un pays ami allié dont la source civilisationnelle est commune avec nous, eh bien, on va négocier un accord avec l'Azerbaïdjan, des liens privilégiés avec l'Azerbaïdjan, qui est une dictature islamique, avec un prétexte qui est un prétexte moral. On voudrait se défaire de la dépendance au gaz russe parce que on considère que Poutine n'est pas un partenaire acceptable, et du coup, on va aller acheter à l'Azerbaïdjan, on va aller acheter au Qatar, on va aller acheter à l'Algérie. C'est-à-dire que des pays soit islamistes, soit des dictatures, soit les deux. Oui, vous parliez de l'Arménie, j'allais vous dire, parce qu'on parlait de cette affaire de guerre de civilisation en Europe, hein, on a parlé de l'affaire du Maroc. Vous savez que le soir même, parce que je vous ai dit, il n'y a pas, on sait que ça s'est passé à Paris et à Bruxelles, mais ça s'est passé aussi à Beyrouth, parce que vous savez que par exemple, on ne l'a pas suivi en France, mais il n'y a pas un seul Marocain au Liban, mais il se trouve que des musulmans libanais ont envahi les quartiers chrétiens pour insulter, parce que comme on est à quelques jours de Noël, il y a sur les places du Beyrouth chrétien des grands sapins avec des crèches. Donc il y a eu des affrontements, comment dire, plus que communautaires, civilisationnels, puisque ce sont des musulmans qui sont venus
salir, blasphémer devant les crèches, etc., pour une affaire de match. On voit bien que le football n'a rien à voir là-dedans. Et donc, effectivement, il y a l'Arménie, il se passe un peu une sorte d'affrontement aussi civilisationnel, même si ce n'est pas tout à fait l'Europe, mais c'est quand même notre civilisation, comme vous l'avez dit. Tout ça... En fait, il y a un déni. Donc, autour de nous, on nous dit, le gouvernement notamment, mais pas que c'est faux, que c'est une histoire de football, de délinquance, etc. Et donc, qu'est-ce que vous préconisez pour lutter contre ça? Je veux dire, parce qu'on nous dit que c'est impossible de faire autrement, etc. Comment Reconquête compte arrêter cela? Au point de vue international, je veux dire, parce que ça ne se limite pas à la France, vous l'avez dit. D'abord, cette conscience civilisationnelle, on voit que elle existe chez une partie du peuple français, qui est lucide, y compris lorsqu'il s'agit de voter, mais il y a beaucoup de pays qui sont en avance sur nous, où cette conscience civilisationnelle est plus grande. C'est le cas notamment des pays d'Europe de l'Est, la Pologne, d'Europe centrale, la Pologne, la Hongrie, mais d'autres. On voit que les Italiens aujourd'hui ont cette prise de conscience. On voit qu'il y a beaucoup de pays, ne serait-ce que parce qu'ils sont confrontés de manière directe à ce choc civilisationnel, qui aujourd'hui font preuve de lucidité. Mais c'est vrai, il y a toujours la tentation de trouver un prétexte. Alors on dit, ah mais non, mais le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, en réalité c'est très simple, ils veulent éradiquer l'Arménie chrétienne, et tous les prétextes sont bons. Mais on nous dit non, c'est une guerre de territoire compliquée qui résulte de la fin de l'URSS il y a une trentaine d'années. Ensuite, l'Algérie ou le Maroc ou d'autres expriment leur hostilité à l'égard de la France à l'occasion de matchs de foot. On dit mais ça n'a rien à voir, c'est du sport. Voilà. Et tout est toujours comme ça. C'est vrai aussi au Kosovo. Oui. Quelle est la situation au Kosovo? C'est le berceau historique de la nation serbe. C'est pas un territoire annexe de la Serbie. Avec la connivence et le soutien, y compris militaire d'ailleurs, de l'OTAN, ce qui est une véritable trahison à la fin des années 90, eh bien, on a soutenu le processus de séparation du Kosovo de la nation serbe. Aujourd'hui, on est dans la deuxième phase, en quelque sorte, c'est-à-dire que les Serbes chrétiens devenus minoritaires sur la terre de leurs ancêtres, eh bien, sont menacés d'épuration ethnique par les Kosovars et les Albanais qui les soutiennent. Voilà. Et là aussi, au lieu de prendre conscience que c'est sur le continent européen que, évidemment, ils sont en première ligne, les chrétiens serbes, de ce combat civilisationnel et qu'on est les suivants sur la liste, eh bien, on fait mine de croire que c'est cette poudrière compliquée des Balkans et que ça n'a rien à voir avec un combat de civilisation. Et même ce que vous dites sur le Liban. On sait bien sûr que le Liban, c'est un territoire très complexe où les communautés et les religions se sont affrontées de manière terrible, mais malheureusement, ça préfigure ce qui peut se passer en France. Et en réalité, on pourrait dire, bah oui, mais là encore, trouver un prétexte divers et varié pour expliquer ces affrontements. En réalité, c'est très simple, c'est que la vie est faite de confrontations. Il faut accepter ça. Ça ne veut pas dire qu'on recherche le conflit. Oui. Si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre, parce que nous savons que la tendance naturelle des hommes, c'est la confrontation, et que les civilisations, par définition, qui ont des visions du monde, qui portent des visions du monde qui sont différentes, risquent de s'opposer, de se confronter, eh bien, on doit être capable de s'armer, de s'organiser pour se défendre. Et le meilleur moyen d'éviter justement les conflits, c'est d'avoir la force critique dissuasive qui va faire qu'on ne sera pas attaqué. Or, ce qui caractérise la civilisation européenne aujourd'hui, c'est qu'elle, en toutes circonstances, elle donne le sentiment de ne pas vouloir défendre ce qu'elle est, que les nations européennes et les gouvernements européens donnent le sentiment de ne pas vouloir défendre ce que nous sommes, et par conséquent, ce signal de faiblesse, de lâcheté, de renoncement au combat, il est reçu 5 sur 5 par ceux qui ont des velléités de conquête sur nous. Alors, vous avez évoqué l'Azerbaïdjan, donc le gaz. Il n'y a pas que l'Azerbaïdjan, il y a le Qatar. On en a beaucoup parlé, une fois de plus, grâce ou à cause de la Coupe du Monde de football. Et puis il y a eu ce scandale à Bruxelles. Vous êtes député européen, donc vous êtes à l'intérieur de ce système. Même si vous ne collaborez pas, évidemment, vous n'êtes pas dans la Commission européenne, vous êtes juste député. Et donc, est-ce que vous avez vu, est-ce que vous l'avez senti, vous, autour de vous, s'il s'agit là de la vice-présidente, une des vice-présidentes du Parlement européen, corrompue? Évidemment, on le sait qu'il n'y a pas qu'elle.
Est-ce que vous le sentiez, vous voyez autour de vous un lobby tellement puissant que vous sentiez la corruption dans cette enceinte? Plusieurs éléments de réponse là-dessus. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Bruxelles, sur la Commission européenne, le Parlement, les institutions européennes de manière générale, sont le théâtre d'expression des lobbies de manière très officielle. Oui. Alors certains d'ailleurs disent qu'il est préférable finalement que les lobbies aient une place officielle, visible, des immeubles en plein Bruxelles, plutôt que ce soit dans les alcôves, de manière cachée, comme ça existe dans beaucoup de pays. Bon. Cet argument d'ailleurs n'est pas totalement absurde. Mais ce qui est sûr, c'est que les lobbies sont omniprésents à Bruxelles. Et notamment les lobbies représentant des pays et les intérêts des pays, notamment dans les relations avec l'Union européenne. Moi, ça fait un peu plus de 8 ans que je suis député européen. J'ai toujours vu, depuis 8 ans, des députés de gauche, socialistes, libéraux, qui nous font la leçon toute la journée. Là, en l'occurrence, la vice-présidente qui a été écrouée, par exemple, est elle une est socialiste grecque. Mais il semblerait, je parle avec prudence, par exemple son innocence, mais enfin il semblerait qu'il y ait des députés du même groupe, italiens, belges, qui soient également impliqués. Leurs bureaux ont été perquisitionnés. Chez certains, la police a trouvé des sommes considérables en argent liquide dans des sacs. On voit bien que... 1,5 million chez elle, en tout cas. Oui, peut-être pas chez elle, mais en réalité chez un certain nombre de personnes, chez elle et autour d'elle. En tout cas, on voit bien qu'il y a une corruption prise en flagrant délit, dans le cas précis, ce qui d'ailleurs l'a empêché d'utiliser son immunité parlementaire. Oui. Le résultat, c'est qu'elle a dormi en prison dès le soir même. Mais ces gens-là qui nous font la leçon toute la journée, nous expliquent qu'il faut traquer l'homophobie partout en Europe. Ils reçoivent des sacs de billets de l'État le plus homophobe au monde. Ceux qui nous expliquent qu'il faut défendre les droits de l'homme et qui président les groupes de travail dans les institutions européennes consacrés aux droits de l'homme sont ceux qui se font acheter et corrompre par un pays comme le Qatar. Tout le monde peut considérer que ce n'est pas un exemple en matière de droits de l'homme. Ne serait-ce que quand on voit le nombre de morts et les conditions d'esclavage qui ont présidé aux travaux de préparation de la Coupe du Monde. Ils ont fait venir des migrants, les traitant comme des esclaves. Voilà, on pourrait multiplier les exemples. Bon. Donc, en fait, ces gens-là qui font la leçon toute la journée sont évidemment les moins vertueux. Et sans doute qu'on aura des nouvelles révélations dans les semaines à venir. Sans doute que quand on va dérouler la pelote, on va se rendre compte qu'il y en a beaucoup plus encore que les 4 ou 5 qui ont été cités ces derniers jours dans la presse. Et sans doute, en effet, qu'on verra que d'autres pays se sont livrés à ce même type d'activité de corruption. Oui. Et par conséquent, l'Union européenne qui passe son temps à faire la leçon à la terre entière. Hein. Leçon de droits de l'homme à l'extérieur, leçon d'état de droit à l'intérieur. Eh bien, on voit que les institutions européennes, parce qu'elles ont une légitimité démocratique très faible, en réalité, et parce que c'est d'abord une institution internationale, eh bien, en réalité, défendent des intérêts particuliers, corporatistes, divers et variés. Et ce scandale, il touche le Parlement européen. Mais il est probable que la Commission européenne soit très touchée. Parce que la Commission européenne, c'est le centre névralgique du pouvoir en Europe, dans les institutions européennes. Oui. Le Parlement, je le déplore, puisque je suis député européen, mais je le constate, est souvent une simple chambre d'enregistrement de décisions qui ont été prises par la Commission européenne, qui détient les pouvoirs colossaux, puisqu'elle a l'exclusivité de l'initiative législative. Elle intervient ensuite dans le processus législatif lui-même, et à la fin, elle a le pouvoir de contrôle d'application par les États membres des directives. Oui. Et depuis le traité de Lisbonne, elle est garante des traités, ce qui lui permet d'intervenir dans tous les domaines, y compris les domaines qui ne sont pas des domaines de compétences européennes. Donc en réalité, avec ça, elle a une panoplie qui lui permet de s'occuper de tout. Et d'ailleurs, elle fait ça très bien. Alors qu'elle n'est pas élue. C'est-à-dire que les commissaires européens, personne ne les a élus, personne ne les connaît. Ils ont un pouvoir considérable. Le traité de Lisbonne, qui a beaucoup de défauts, mais il fixe les compétences européennes, c'est-à-dire par exemple la politique commerciale, etc. Et par conséquent, toutes les autres compétences restent les compétences des États membres. Mais en vertu du principe de garante des traités, la Commission s'occupe de la réforme judiciaire de la Hongrie, s'occupe des questions de frontières en prétextant que les droits humains fondamentaux seraient mis en cause, interdit à la Hongrie d'empêcher la propagande LGBT dans les écoles, ce qui est son droit le plus strict, etc. Enfin, on voit bien qu'il y a une volonté permanente de l'Union européenne d'interférer sur tout. D'ailleurs, on a dépassé le schéma de confrontation entre l'Europe des nations, que nous défendons, c'est-à-dire l'idée de nations qui préservent leur souveraineté, qui
s'inscrivent dans des coopérations, mais de manière libre, de manière consentie, et un modèle fédéral. En réalité, on est au-delà du modèle fédéral. On est dans un État unitaire, presque centralisé. Un État centralisé bruxellois, une sorte de jacobinisme bruxellois. C'est-à-dire, en réalité, quand on regarde comment fonctionne la Commission européenne et Ursula von der Leyen, elle veut donner à la Hongrie de Viktor Orban ou à la Pologne de Mateusz Morawiecki moins de pouvoir que n'en a dans le modèle américain, le Texas ou la Floride. Oui, c'est vrai. On voit bien, prenons par exemple la crise sanitaire. La Floride, de Ron DeSantis, a fait un choix qui était de ne pas faire de confinement, de ne pas rendre obligatoire le masque et de ne pas fermer toutes sortes d'établissements, à commencer par les restaurants, etc. Cette politique, d'ailleurs, elle a pas moins bien marché que d'autres, puisqu'il n'y a pas eu plus de morts en Floride, alors que c'est un des États les plus âgés des États-Unis, que dans d'autres États. Bon. Mais la Floride avait donc une liberté importante par rapport à un certain nombre de décisions de l'État central. Non, mais les États américains, de manière générale, ont plus de liberté que les États européens. Exactement. Alors que nous, on a bien vu, il y avait un système d'achat commun de vaccins totalement opaque, d'ailleurs, extrêmement coûteux, mis en place par la Commission européenne, et c'était pratiquement impossible pour les États de ne pas accepter ce modèle-là. Donc on voit bien qu'on a dépassé le stade du fédéralisme et qu'aujourd'hui, on est dans un jacobinisme bruxellois qui ne dit pas son nom, qui consiste aujourd'hui à tout décider de manière totalement centralisée. Et ceux qui vivent dans l'illusion que l'Assemblée nationale sera le centre de décision n'ont qu'à regarder attentivement les textes. L'essentiel des textes qui sont votés à l'Assemblée, c'est soit des transpositions de directives européennes, soit même pire, l'anticipation de futurs textes européens. Parce qu'il y a des pays européens qui transposent à minima, qui négocient avec Bruxelles. La France d'Emmanuel Macron, mais c'était même vrai sous Hollande et Sarkozy, en réalité, non seulement elle applique docilement, comme meilleur élève de la classe, les directives européennes, mais souvent elle l'intègre dans sa législation nationale par anticipation, ce qui sera un texte européen dans seulement quelques années. Merci Nicolas B pour toutes ces explications et merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis et à très bientôt.